On vous accueille depuis quelques minutes pour ce webinaire chatbot et si vous renforciez votre équipe commerciale. On tient déjà à vous remercier toutes et tous de vous être inscrits et de l'intérêt manifeste pour cette thématique que sont les chatbots et plus spécifiquement les chatbots à destination des professionnels de santé et comment ces chatbots peuvent améliorer, renforcer, fluidifier votre communication et vos prises de contact avec les médecins. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va se présenter et la galanterie m'impose de laisser la parole à Charlotte en priorité. Charlotte. Donc bonjour à tous, je m'appelle Charlotte Lenen, je suis directrice associée de l'agence de communication santé Meditop. Donc bonjour à toutes et à tous, Ronan Lequierret, je suis donc directeur associé aussi de l'agence de communication santé Meditop avec Charlotte. Rentrons directement dans le vif du sujet et avec une petite présentation de qui sommes-nous. Alors nous travaillons principalement pour les acteurs industriels de santé, les laboratoires pharmaceutiques, les acteurs de la parapharmacie et de l'OTC, les industriels de la nutrition spécialisée et les fabricants de dispositifs médicaux, pour lesquels nous concevons et nous définissons des stratégies de communication que nous déployons à travers des dispositifs de communication divers et variés, qu'on pourrait qualifier de 360, même si ce mot est désormais banni dans le langage. Alors, commençons. Comme vous l'avez vu, c'était vraiment très succinct comme présentation agence, l'idée étant de rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc, quelques petites généralités. Qu'est-ce qu'un chatbot ? Le mot chatbot vient de la mutualisation de deux termes anglais, le mot chat, converser, et bot, issu de robot. Donc, on converse avec un robot. Même si ce mot est entré dans le langage français courant, on parle également d'agent conversationnel. Le premier chatbot de l'histoire était déjà un chatbot en santé. Il a été créé en 1966 au MIT et avait pour objectif de simuler une conversation entre un patient et son psychiatre. Pour l'information, vous pouvez encore le trouver sur Internet, donc n'hésitez pas à aller le regarder. Donc, il est assez, on pourrait dire maintenant limité, même si à l'époque, il a reçu un bon accueil. Donc, comme quoi, les personnes étaient déjà très réceptives à l'idée de converser avec un chatbot. Il existe deux types de chatbots, le chatbot ouvert et les chatbots fermés. Les chatbots ouverts sont basés sur de l'intelligence artificielle. Ils ont pour objectif de vraiment simuler une conversation normale entre deux personnes. Comme il est basé sur de l'intelligence artificielle, ce chatbot va évoluer tout au long des différentes conversations qu'il va avoir avec l'internaute, puisqu'il va adapter ses réponses au fur et à mesure qu'il va apprendre des échanges qu'il aura avec les différents internautes. Deux limites à ça, c'est que du coup, la conversation n'est pas maîtrisée dans son ensemble, puisque ce chatbot va évoluer, il va apprendre. Donc, on ne peut pas valider en amont, entre guillemets, toutes les réponses qu'il pourrait apporter lors d'une conversation avec un internaute ou un professionnel de santé. L'autre limite, c'est que il va apprendre de ces échanges et du coup, ces échanges, entre guillemets, peuvent être biaisés. On a pour exemple, en 2016, Microsoft qui avait lancé une intelligence artificielle, un chatbot, pour divertir la jeunesse américaine, mais en fait, ceux-ci ont saisi le mauvais biais, on va dire, c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup conversé avec ce chatbot en tenant des propos racistes et antisémites, et au final, en moins de 2 heures, ce chatbot est lui aussi devenu raciste et antisémite. Donc, ce type de chatbot, ces chatbots ouverts vont aussi demander d'être beaucoup plus suivis et d'être beaucoup plus vérifiés, on va dire, au fur et à mesure du temps. C'est pour ça que nous, on préfère s'axer sur les chatbots fermés, puisqu'ils vont beaucoup plus correspondre aux contraintes de l'industrie pharmaceutique. Ici, dans ce cadre-là, on est sur une forme algorithmique si, alors, sinon. C'est-à-dire que l'internaute va entrer dans un arbre conversationnel validé préalablement et il va suivre différentes branches en fonction des choix qu'il va faire ou de la conversation qu'il va pouvoir avoir avec ce chatbot. Du coup, les différentes propositions, la discussion est beaucoup plus maîtrisée et ce que va répondre le chatbot va être validé en amont. C'est-à-dire qu'on va beaucoup plus correspondre aux contraintes dans le sens où les réponses peuvent être validées d'un point de vue médical, d'un point de vue réglementaire, RGPD, compliance, etc. Donc, nous pensons que nous sommes désormais dans un contexte, une époque propice au chatbot. Pourquoi ? Puisqu'il y a deux éléments qui favorisent le développement des chatbots. Alors, les chatbots, effectivement, en intelligence artificielle, les chatbots qui reposent sur des arbres conversationnels se sont développés au cours des dernières années. Il y a énormément d'initiatives, il y a énormément de sociétés qui ont créé des chatbots, mais il y a un contexte historique à l'intérêt de la mise en place de chatbots à destination des professionnels de santé.
Petit 1, la visite médicale qui est en baisse. Il y a une baisse des effectifs des visiteurs médicaux depuis de nombreuses années dans l'industrie. Il y a aussi une baisse de l'acceptation par les médecins pour cette forme de prise de contact et pour l'accueil des visiteurs médicaux et des délégués médicaux. Et il y a aussi une méfiance, voire une défiance des médecins vis-à-vis de l'industrie, notamment liée à différents scandales sanitaires, même si ça n'est pas une généralité. Et il y a un contexte pandémique. Vous l'avez vécu comme nous depuis le mois de mars, avec une première époque qui était du confinement. Il y a eu un arrêt net dans la visite médicale, il y a eu un arrêt dans tous les congrès, il y a eu un arrêt dans finalement toutes les prises de contact et de communication physique avec les médecins. Et donc, cette pandémie Covid a laissé place à un vide sur la visite face-face. Et c'est vrai que même avec le déconfinement, même avec la suite des événements, on voit encore aujourd'hui, on est confronté à la deuxième vague, il y a de nouveau une annulation, un report des congrès et la visite n'a pas forcément repris chez tous les acteurs. Donc, il y a un constat de moins d'opportunités de rencontres face-face et donc il y a une nécessité de pouvoir apporter des solutions de communication alternatives à cette rencontre face-face. Alors, bien évidemment, il y a eu un développement des solutions digitales. On s'est tourné vers les solutions digitales conventionnelles, que ce soit l'envoi d'emailing, parfois des e-tailing, donc la présentation d'ADV via de la visioconférence, et qui a notamment été particulièrement facilitée, qui s'est fortement développée grâce à l'émergence de la téléconsultation. La téléconsultation qui fait partie des axes majeurs de développement de la télémédecine et qui vise à permettre d'effectuer une consultation distancielle à travers des dispositifs de visioconférence et vers laquelle les médecins allaient à reculons, véritablement, avant le confinement, c'est largement démocratisé avec près d'1 million de téléconsultations chaque semaine. C'était quasiment l'objectif fixé pour 2019. C'est largement démocratisé. Et donc ça a permis aussi à ces médecins qui finalement allaient à reculons vers ces technologies de les prendre en main, de s'y habituer et de devenir des usagers habitués à ces solutions. Donc, on a acté un développement des solutions digitales et ce qui permet de développer des solutions digitales vidéo. On a vu beaucoup de webinaires, on a vu énormément d'initiatives qui se sont développées autour de la vidéo, donc des webinaires, des visios, mais aussi désormais des e-congrès, des congrès qui sont réalisés en distanciel pour pouvoir pallier à l'absence de présentiel. Donc, le constat, c'est que le digital est désormais pleinement entré dans les usages de toute la population et particulièrement des professionnels de santé, donc des médecins. Dans ce contexte, pourquoi les chatbots offrent-ils une nouvelle opportunité de communication vers vos médecins? Donc, c'est une nouvelle approche de la relation médecin-industrie qui est disponible. Selon nous, un chatbot, c'est un canal de communication complémentaire et supplémentaire à toutes vos prises de parole. Ce n'est pas un canal de communication qui va remplacer la visite médicale, ce n'est pas un canal de communication qui va remplacer l'e-tailing, le webinaire, mais c'est un canal de communication qui va permettre de venir compléter toute l'offre de prise de contact que vous pouvez avoir avec les médecins. Pourquoi? Pour nous, ça repose sur 6 caractéristiques clés. Petit 1, quand un médecin va rentrer en contact avec un chatbot, il va être dans une démarche pool. Et pour nous, c'est quelque part un changement de paradigme, puisque souvent, la communication qui est effectuée vers les professionnels de santé est une communication push. C'est-à-dire que vous proposez une visite, vous proposez un webinaire, vous proposez une campagne emailing, et finalement, il y a peu d'occasions de prise de contact au cours desquelles le médecin vient chercher l'information chez vous. Peut-être, mis à part les congrès, qui sont la meilleure forme aujourd'hui de démarche pool. Et on voit que c'est une des formes qui aujourd'hui est remise en question. Donc, cette démarche pool, c'est encore une fois la prise de contact volontaire du médecin vers vous, industriel de santé. Deuxième point et caractéristique clé, c'est qu'un chatbot propose un accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 au médecin. C'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, le médecin peut entrer en contact avec ce chatbot. Et là, on voit clairement l'intérêt, c'est qu'on dépasse les horaires de travail traditionnels et donc ça permet aussi à un médecin de se dire j'ai un peu plus de temps, je suis en soirée, je suis durant peut-être même la nuit, certains d'entre eux travaillent beaucoup la nuit comme vous le savez, ou alors le week-end, peuvent justement venir poser des questions au chatbot. Un chatbot apporte aussi des réponses instantanées. Et ça, c'est peut-être une différence aussi intéressante. On voit que dans cette logique d'empowerment des patients, aujourd'hui, les patients sont de plus en plus informés, ont été chercher énormément d'informations sur Internet. Et lorsqu'ils arrivent au cabinet, lors de la consultation avec le médecin, ils ont
déjà toute une connaissance qui est vraie ou pas d'ailleurs, puisqu'on trouve énormément d'informations erronées sur Internet, mais en tout cas, ils ont été chercher beaucoup d'informations. Et certains médecins généralistes, alors c'est vrai notamment chez les médecins généralistes, mais pas que, on verra aussi d'ailleurs un autre aspect juste après, certains médecins généralistes parfois sont confrontés à un manque de connaissances. Ce n'est pas un manque de connaissances médicales, loin de là, mais c'est par rapport aux informations qui ont été cherchées les internautes qui n'ont pas forcément l'information. Et donc, ils peuvent rentrer en contact avec un chatbot qui va leur apporter une information immédiate, instantanée, pour apporter une réponse. Pour les spécialistes, il y a un autre intérêt, et on le verra par la suite. L'autre intérêt, c'est qu'aujourd'hui, on est quand même rentré dans une logique de médicaments et de traitements très, très innovants, des traitements qui parfois sont qualifiés de traitements de niche, et que la maîtrise de toutes les spécificités, toutes les données de sécurité d'un médicament ne sont pas forcément maîtrisées, notamment quand on est un spécialiste dans une spécialité médicale, par exemple endocrinologue, et qu'on n'est pas spécialiste dans une autre spécialité, neurologue. On connaît souvent les propriétés de son médicament, les données de sécurité de son médicament, mais pas forcément des médicaments des autres spécialités. Il y a aussi une absence de jugement de la part d'un chatbot. Ça, c'est un élément important, c'est qu'un chatbot, c'est marquant parce que dans le grand public parfois ne sait pas si c'est véritablement un interlocuteur humain qui a derrière les compagnons, les chats qu'on a à disposition sur les sites internet, alors qu'un chatbot à destination des médecins, il faut véritablement valoriser le fait que c'est un robot et qu'il n'y aura donc pas de jugement. Ça permet de désacraliser la relation qu'il y a avec le professionnel de santé, puisque c'est vrai qu'un professionnel de santé, il y a une notion de sachant, et donc un professionnel de santé, un médecin, doit absolument, dans son esprit, maîtriser les informations. Donc, ça permet d'avoir une relation beaucoup plus de pair à pair. Il y a des réponses compliance. Donc là, on fait véritablement le focus sur un chatbot fermé, donc un chatbot qui repose sur un arbre conversationnel, comme l'a évoqué Charlotte, puisqu'on va maîtriser les réponses qui sont apportées par ce chatbot à l'utilisateur. Donc, on va rester dans le cadre des RCP, on va rester dans le cadre de l'AMM, on va respecter les prérequis réglementaires de la NSM et on va compléter par la même occasion, on va rester dans le respect de la charte de la visite médicale avec ce chatbot qui pourrait jouer le rôle d'un délégué virtuel, d'un délégué médical virtuel. Et il y a une maîtrise du temps. Un médecin qui entre en contact avec un chatbot, il peut l'abandonner quand il veut. Il a une consultation, il a un impératif, il a une réunion, il a une RP, etc. Il peut tout à fait décider de quitter ce chatbot pour pouvoir aller vaquer à ses occupations et à ses autres priorités. Donc, ces 6 caractéristiques clés sont véritablement des points forts pour le chatbot pour pouvoir engager une nouvelle communication avec les médecins. Donc, un chatbot pour la relation industriel-médecin. Ce chatbot va vous permettre de toucher plus de médecins. Pourquoi? Par le biais de cette démarche pool, puisque ce chatbot va pouvoir toucher des médecins qui ne sont pas visités par votre force de vente ou qui ne se présentent pas à vos événements ou qui vous ne croisez pas sur les congrès. Il permet aussi de démultiplier le nombre d'interactions que vous pouvez avoir même avec un médecin que vous visitez, puisque entre 2 passages du délégué, le médecin peut venir chercher une information sur un de vos produits. Touchez mieux les médecins en apportant une information clé que le médecin recherche. On va pouvoir lui faciliter l'accès à l'information, aux ressources validées que vous souhaitez lui donner ou lui mettre à disposition. Et leur faire gagner du temps, donc déjà d'un point de vue échange, puisque lorsqu'il a une question, parfois il a juste envie d'une réponse et non pas d'avoir la présentation de l'intégralité des panels des produits que vous disposez, mais aussi dans sa pratique, puisqu'on va lui faire gagner du temps, par exemple en l'aidant à vérifier l'éligibilité d'un patient, la posologie d'un traitement, les contre-indications ou tout ce qui peut toucher au bon usage. Du coup, le gain de temps peut se faire aussi bien d'un point de vue organisation que d'un point de vue de son travail au quotidien. 3 cas d'usage. Le premier, l'IADV. L'IADV, c'est un support de communication qui est structuré, qui a pour objectif de diffuser des informations qui soient à la fois scientifiques et promotionnelles. Et on nous demande de plus en plus de créer des IADV qui vont être avec un parcours professionnel de santé en fonction, par exemple, de ses centres d'intérêt ou du temps qu'il peut avoir à disposition du coup, pour le visiteur médical. En soi, l'IADV, en chatbot, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que le professionnel de santé va pouvoir rentrer
dans la branche qui l'intéresse, donc par centre d'intérêt. Et s'il a du temps à accorder à cette visite, il va pouvoir prendre de plus en plus de branches pour approfondir et avoir différents détails sur l'objectif ou la problématique qu'il rencontre. Ce chatbot, le dernier embranchement, si vraiment le médecin aussi est intéressé, peut très bien être d'être contacté ou recontacté par un délégué médical, et c'est aussi pour ça qu'il vient en complément de votre visite et de vos délégués et qu'il n'a pas pour vocation de les remplacer. Donc l'IADV, en soi, vous disposez déjà des contenus. Vous avez des IADV, vous avez des ADV. L'objectif, c'est que ce contenu dont vous disposez déjà, c'est de le proposer via un contenant qui soit différent et qui ici pourrait du coup être un chatbot. Le bon usage. Alors, le bon usage, on est dans un contexte avec un vieillissement de la population, un développement des pathologies chroniques associées ou non à des comorbidités d'un côté. De l'autre côté, on a des traitements qui sont parfois très spécifiques ou de niche. Du coup, il peut être compliqué pour un médecin généraliste ou un médecin spécialiste de maîtriser le bon usage d'un médicament. On voit parfois un traitement peut être accompagné d'un protocole ou d'une documentation de 25 pages pour pouvoir trouver exactement la posologie qui va correspondre au patient qu'on a en face. Donc ici, l'idée, c'est d'accompagner encore une fois le professionnel de santé pour qu'il puisse identifier rapidement les contre-indications ou qu'il puisse en tout cas avoir toutes les informations sur le bon usage d'un traitement. Ici aussi, vous avez déjà l'intégralité des informations nécessaires puisque vous avez les RCP des produits et c'est simplement, une fois de plus, le contenant qui sera différent. Si on approfondit un petit peu le bon usage, on peut être sur vraiment un accompagnement spécifique puisqu'on connaît les caractéristiques endogènes d'un patient, on connaît son âge, son poids, on peut aussi connaître ses pathologies, ses comorbidités, son traitement. Du coup, on peut être vraiment sur un accompagnement très spécifique avec du coup un chatbot qui va accompagner le médecin dans ce cas-là, pour ce patient, voici ce qu'on va vous conseiller comme traitement, comme posologie, etc. Petite alerte sur ce chatbot, puisque du coup, on sort d'un chatbot généraliste et on passe quand même sur un dispositif médical, puisqu'on est vraiment sur quelque chose de très spécifique. Mais c'est important de savoir qu'on peut aller jusque-là. Et enfin, le troisième cas d'usage, c'est le parcours de soins. Le parcours de soins, c'est vraiment un parcours qui est très documenté sur la HAS et qui, en fonction des étapes de la prise en charge d'un patient, va proposer un protocole de soins. Ici, l'idée, c'est de permettre au médecin de poser des questions au chatbot pour vérifier si oui ou non son patient peut entrer dans un parcours de soins, à quelle étape de la prise en charge il peut être inséré, et du coup proposer toutes les informations des guides ou en tout cas tout ce que le médecin va pouvoir conseiller au patient en fonction de là où il se trouve. Ici aussi, toute l'information existe, ou presque, puisque la HAS a réellement beaucoup documenté tous ces protocoles de soins. Donc, quand on voit ces cas d'usage, l'idée, c'est pas de partir de zéro et de tout faire. L'idée, c'est de capitaliser sur du contenu que vous disposez déjà, que ce soit les ADV, les RCP, une notice produit, et c'est simplement de la digitaliser au format chatbot, entre guillemets, pour vraiment permettre aux médecins d'accéder en deux clics, en un clic, à l'information parmi l'intégralité des informations dont vous disposez, de que lui puisse accéder en deux clics à l'information que réellement il souhaite avoir. Alors, merci pour cette première partie. Nous avons un retour d'expérience du docteur Jacques Durand. Nous allons vérifier tout de suite que Jacques est bien présent parmi nous. Alors, Jacques. Voilà. Donc, Jacques, on va te permettre d'être visible. Donc, bonjour Jacques, est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu peux activer ta caméra? Oui. Et le son? Voilà, bonjour, vous m'entendez, j'espère? Oui, on t'entend Jacques. Bonjour, comment vas-tu? Je vais mettre la vidéo. Ah, voilà, la vidéo est là. Très bien. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour. Donc, merci Jacques d'être présent parmi nous ce matin. Alors, pour notre auditoire, Jacques est un médecin connecté, même pour être exact, et entrepreneur dans la e-santé. Jacques, je vais te laisser te présenter dans les minutes à venir, mais c'est vrai que tu as une expérience à la fois de médecin avec une pratique médicale
longue, notamment à l'étranger, en Asie, mais tu as aussi cofondé 3 sociétés, une dans l'intelligence artificielle, une dans la télémédecine, et désormais, tu es focalisé sur un projet de centre médical connecté, et plus particulièrement au sein de Roissy-Charles de Gaulle. Jacques, est-ce que tu peux justement présenter ton expérience et puis tes sujets d'intérêt passés et actuels, s'il te plaît? Bon, bonjour à tous. Donc, j'ai la chance d'intervenir comme à la fois en effet médecin, parce que je pense qu'à la base, mes études de médecine, c'est quand même la meilleure chose que j'ai pu faire quand j'étais jeune, et aussi comme un petit peu entrepreneur et intéressé par les nouvelles technologies. Donc, j'ai la chance d'avoir un petit peu mis ensemble des passions, la passion de faire de l'innovation, la passion de faire de la médecine et la passion aussi de partager avec d'autres personnes comme Ronan et son équipe et avec vous aujourd'hui sur l'intérêt de ces technologies nouvelles qui, je pense, offrent de nouvelles opportunités pour des sociétés comme les vôtres, la possibilité notamment de communiquer différemment avec les médecins. Alors moi, j'ai un cabinet médical. Je me suis installé dans l'aéroport de Roissy parce que ce que j'aimais faire, c'est à la fois de la médecine pour le marché français, mais aussi avoir l'intérêt de la médecine pour les grands voyageurs, la médecine aussi pour les passagers, les personnels navigants. Bon, malgré le coronavirus, il y a quand même encore des avions qui atterrissent et qui démarrent, qui partent de Roissy, donc il y a quand même de la patientèle toujours étrangère ou intéressante pour mon cabinet. Et puis, parallèlement à ça, je veux que mon cabinet devienne un cabinet innovant, mettre en place des solutions innovantes, les tester, éventuellement les adapter. Et donc, j'ai la chance d'avoir une sorte de laboratoire au quotidien que je peux entre guillemets customiser à ma façon. Et donc, j'ai eu quand même, pour faire aussi court, dans le passé, j'étais quand même très passionné par les chatbots il y a à peu près 2 ou 3 ans puisque j'avais créé une initiative Chatbot for Health, qui était une initiative de conception en atelier interactif de prototypes de chatbot avec des professionnels de santé. On pourra en parler un peu plus, mais j'ai bien vu qu'il y a quand même un intérêt à développer ces technologies, à la fois côté patient, côté médecin, et aussi éventuellement entre les médecins et les industriels de la santé. Donc, avec plaisir de discuter de tout ça au cas par cas lors des questions que vous aurez lors de cette rencontre aujourd'hui. Alors, ça me permet effectivement de vous réinformer. Vous pouvez poser toutes vos questions dans le module de chat. Nous les sélectionnerons par la suite. Alors, Jacques, merci pour cette première introduction. Moi, lors de nos différentes conversations, il y a quelque chose qui m'a particulièrement intéressé, c'est que effectivement, tu as lancé l'initiative Chatbot for Health entre 2017 et 2019, qu'aujourd'hui, tu travailles sur le cabinet connecté au sein de Roissy-Charles de Gaulle. Tu as évoqué une clientèle internationale, excusez-moi, une patientèle internationale. Et ce qui est intéressant aussi, c'est pourquoi tu mets la technologie au service de ta pratique, notamment peut-être aussi en période de pandémie Covid, et comment les chatbots peuvent justement t'accompagner, servir ta pratique, alléger peut-être ta pratique ou faciliter la prise en charge des patients. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cet aspect-là, s'il te plaît? Alors, en fait, paradoxalement, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de chatbots à titre de prototype. J'ai même participé à la conception de chatbots pour l'industrie pharmaceutique. On pourra en parler après. Maintenant, en me recentrant sur ma pratique médicale, avant cette épidémie de Covid, mon idée, c'est vraiment de voir comment un professionnel de santé de nos jours peut optimiser son temps médical avec des technologies innovantes, alors dont les chatbots en particulier. Et l'idée de base, c'était quand même d'avoir des chatbots de triage, c'est-à-dire un chatbot qui permet aux patients d'avoir une sorte pas de pré-diagnostic, mais une orientation préalable. Est-ce que mon problème nécessite vraiment que j'aille voir le médecin sur place? Est-ce que mon problème peut éventuellement faire que le médecin, je l'aurai en téléconsultation? Ou est-ce qu'éventuellement mon problème est assez urgent ou peut être éventuellement reporté à un infirmier ou un assistant du médecin? Donc, l'idée, c'est le chatbot de triage qui permettra au médecin de prendre finalement le cas du patient en particulier le plus intéressant au moment donné en termes d'optimisation de son temps de travail et en termes de sévérité du problème. Donc, c'est cette idée de base que j'avais, mais finalement, j'ai été pris par le tourbillon du coronavirus et finalement, j'ai plus trop le temps de développer cette fonctionnalité du chatbot. Donc là, je suis revenu sur un mode de fonctionnement du chatbot
qu'on est en train de mettre au point, qui est plus un chatbot très basique qui permet aux médecins de gagner du temps parce qu'il est tout le temps sollicité par des messages, par des appels, par des demandes variées qui ne sont pas forcément uniquement liées à des problèmes médicaux. Donc, l'idée du chatbot de triage à ce stade-là est beaucoup plus basique. C'est donner des messages type réponse. S'il faut envoyer un courrier, il faut envoyer au courrier au médecin. S'il faut rappeler le médecin à une heure particulière, on peut rappeler le médecin. S'il faut, on a du mal à trouver l'accès au cabinet parce que dans l'aéroport, c'est un peu compliqué des fois de nous trouver. C'est des orientations sur comment venir au cabinet. Vous voyez, je suis pas encore au stade de triage, le chatbot de triage médical, mais je suis plus un chatbot de secrétariat simple. Vous voyez, c'est déjà un premier niveau, mais j'espère à pouvoir passer au chatbot de triage plus complexe tel que je l'avais en tête à l'origine. Oui. Alors, c'est intéressant parce que aujourd'hui, quand tu nous parles de tes chatbots d'assistants et de secrétariat, aujourd'hui, ce sont des chatbots que tu déploies sur ton site internet, sur une application mobile, ce sont des chatbots que tu fais fonctionner par SMS, parce qu'on parle de chatbot et forcément, on imagine qu'il y a du low-tech. Alors maintenant, je suis plus dans une logique d'un chatbot vocal, puisque finalement, le téléphone reste quand même l'outil, enfin la voix reste quand même l'outil le plus simple pour beaucoup de mes patients ou beaucoup de personnes qui essayent de me contacter. Mais ça sera aussi intégré dans un site internet, c'est évident. Mais c'est vrai qu'actuellement, le trafic est beaucoup plus vocal actuellement, vu la charge de travail que l'on a à cause du coronavirus. Les gens, ou ils prennent rendez-vous avec moi directement sur les plateformes de prise de rendez-vous, ou alors ils veulent me contacter avant, pendant ou après ce rendez-vous. Donc, il y a la possibilité de nous appeler sur un numéro de téléphone et là, de tomber sur un chatbot qui va leur répondre comme une voix, en fait, comme un standard vocal, hein, mais comme c'est un chatbot, il est beaucoup plus intelligent puisqu'il s'adaptera aux questions et il donnera des réponses un peu plus personnalisées qu'un simple standard vocal automatisé. Oui. D'accord. Au-delà donc du déploiement de ce chatbot assistant secrétariat et on l'espère très rapidement de triage des patients, donc d'aide à la pratique et à la prise en charge, dans le cadre de l'initiative Chatbot for Health, tu as pu accompagner, animer plus de 30 ateliers avec 800 professionnels. Et tu nous as indiqué précédemment que tu avais eu l'occasion de réaliser des chatbots, notamment avec les acteurs de l'industrie pharmaceutique. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus justement sur les initiatives qui ont été mises en place avec, d'une part, ces professionnels et avec les industriels de santé? Oui, alors l'initiative Chatbot for Health, donc, qui s'est terminée en 2019, l'idée c'était de faire découvrir les chatbots à des professionnels de santé, puisque c'était des ateliers d'idéation, c'est-à-dire qu'on partait du principe qu'on leur expliquait comment fonctionnait un chatbot, on leur donnait une thématique un peu pour une thématique particulière. Par exemple, si c'était des neurologues, on parlait de neurologie. Si c'était des urologues d'urologie, si c'était médecins généralistes, peut-être on leur parlait d'une maladie en particulier. Et donc, on faisait des petits ateliers où les gens se mettaient en petits groupes. Et dans chaque petit groupe, on devait éventuellement élaborer un chatbot très simple, un chatbot fermé, un chatbot qui permettait éventuellement de montrer un use case sur cette thématique. Donc, typiquement, on avait fait un chatbot sur une maladie tropicale, sur la malaria, on avait fait un chatbot sur l'épilepsie, on avait fait un chatbot, on avait même fait avec des psychologues un chatbot psychologique sur des problèmes de stress au travail. Donc, à la fin de l'atelier, les ateliers duraient quand même 4 heures à peu près. Pourquoi 4 heures? Parce qu'il y avait un travail d'abord de formation. Qu'est-ce que c'est un chatbot? On leur expliquait, on avait développé un outil spécifique pour ça, une sorte de mind mapping chatbot qu'on avait développé, donc c'est sur la plateforme Chatbot for Health. Et donc les gens, ils s'appropriaient la plateforme, donc il y avait quand même un temps de formation, et après on les faisait travailler en atelier, puis après il y avait une restitution. Donc ça prenait à minimum 4 heures, voire ça a été plus long parfois. Mais à la fin de ces 4 heures, on avait quand même des prototypes de chatbot. Chaque groupe avait un petit prototype et ça nous permettait de voir que finalement, sur une même thématique, les professionnels de santé avaient une vision différente de l'intérêt de faire un chatbot, comment le chatbot pouvait apporter un plus. Et donc, ça nous a permis vraiment de voir que les professionnels de santé voient un intérêt à utiliser les chatbots, notamment pour leur relation avec les patients, mais pas uniquement. Et donc, je pense qu'il y a quand même un terrain favorable à développer ces technologies, notamment dans un cadre aussi de formation. Et là, on a fait quelques exemples de chatbots, notamment un client nous avait
commandé un chatbot de formation et je pourrais vous détailler un petit peu comment ça marchait. Mais il y a vraiment des bonnes idées qui étaient sorties de ces ateliers. Malheureusement, j'ai dû arrêter cette initiative parce que c'est vrai que c'était très prenant et donc on devait quand même, la société que j'avais créée devait être plutôt focalisée sur des produits finis, pas que sur des prototypes. Donc on a dû arrêter pour de multiples raisons. Mais c'est vrai que ça a été une riche expérience de rencontrer des gens qui découvraient une technologie, les chatbots, et qui en quelques heures arrivaient à faire un prototype fonctionnel. Oui. Très bien, parfait. Et selon toi, dans les mois, peut-être dans les années à venir, quelle est ta vision justement de l'évolution des chatbots et de comment ces chatbots peuvent servir la population, que ce soit les patients, les professionnels de santé ou même plus largement le grand public? Je pense que le volet formation des professionnels de santé ou information des professionnels de santé est un secteur porteur. Je pense pas que les gens encore, enfin, vu les technologies disponibles de nos jours, le seul petit problème limitatif actuellement du chatbot, c'est le côté empathique. Donc, on peut pas imaginer qu'un chatbot puisse délivrer de l'empathie à un patient. Par contre, un chatbot fermé peut vraiment former ou des patients ou des professionnels de santé à des thématiques assez complexes. On avait fait un exemple de chatbot sur les prises en charge des gens séropositifs. Bon, parce que c'est vrai que les gens séropositifs, c'est pas uniquement un problème de santé, il y a aussi des problèmes sociaux, des problèmes psychologiques. Donc les médecins avaient du mal des fois à gérer des patients un peu complexes comme ça. Et donc le client que l'on avait eu nous avait demandé de faire un chatbot de formation pour les médecins sur des cas cliniques. Donc ça ressemblait un petit peu à des cas cliniques. Le médecin se retrouvait devant un chatbot et il avait le choix de plusieurs profils de patients. Il avait un profil, un monsieur d'une trentaine d'années, une dame d'une cinquantaine d'années. Enfin, il y avait plusieurs profils. Et chaque profil, c'était des chatbots, en fait, et il commençait à poser des questions, comme dans une vraie consultation médicale. Et le profil du patient, c'était un cas particulier une sorte de simulation d'une situation particulière. Et à la fin des échanges, on voyait si le médecin avait réussi à bien appréhender le problème et à bien prescrire le bon conseil à la fois thérapeutique sur ce qu'il fallait faire pour cette personne. Donc, c'était un chatbot qui simulait des consultations entre plusieurs types de patients et le médecin qui voulait utiliser le système. Donc, c'était un moyen de se former par de la simulation. Et je pense que c'était un bon exemple qui peut être reproduit dans d'autres types de thérapeutiques. Le chatbot qui simule des patients. Après, en termes plus général, en effet, un chatbot qui forme les médecins à des pathologies sur des effets secondaires, éventuellement des protocoles complexes, voire éventuellement des bilans biologiques qui pourraient être aussi plus ou moins interprétés par le chatbot dans le cadre d'une formation. Je pense que c'est un secteur d'avenir. Pour les patients, je pense que le chatbot va devenir quelque chose de plus en plus diffusé. Lorsque notamment on a énormément de contenu sur un site internet, on peut imaginer que le patient était un petit peu perdu. Donc, il va s'adresser au chatbot et le chatbot va éventuellement parler comme lui, si c'est un adolescent, si c'est une personne plus âgée, une personne qui s'exprime différemment. On peut imaginer que le chatbot s'adapte à la personne et lui trouve rapidement le meilleur contenu dans le volume important qui est présent sur ce site internet. Donc, je pense que ces deux axes de chatbot, formation des professionnels avec de la simulation, voire information des patients sur des sujets qui sont très denses. Je pense que c'est un bon angle d'attaque pour les 2 prochaines années. Et je pense qu'après, plus tard, dans quelques années, il y aura de l'empathie qui se fera par les chatbots. Donc, on peut imaginer qu'après, on aille beaucoup plus loin dans des use cases. Mais déjà, sur les 2 prochaines années, je pense que la formation des professionnels de santé ou l'information des patients, il y a vraiment des choses intéressantes à faire avec des chatbots fermés. Vous voyez? Très bien. Et écoute, en tout cas, c'est hyper intéressant parce que on est véritablement dans la simulation d'un humain joué par un chatbot. Et tu as évoqué précédemment aussi la vocalisation des chatbots. Donc, on pourrait entraîner, dans les deux cas de figure, entraîner un médecin à la prise en charge d'un patient via un chatbot et peut-être via un chatbot vocal. Écoute, merci Tout à beaucoup, fait, Jacques. tout à fait. Tu restes avec nous. On va continuer sur le webinaire et on te garde pour la phase de questions-réponses. Merci encore pour ton retour d'expérience et ton témoignage. C'était très intéressant. Alors, on va passer sur la démonstration d'un chatbot puisque nous avons conçu pour ce webinaire
un chatbot produit. Et donc, je vais laisser la parole à Charlotte qui va vous montrer ce que nous avons mis en œuvre. Alors, on change de fenêtre. Donc, l'idée, c'est pas d'aller dans le détail du détail d'un chatbot, c'est vraiment pour vous montrer les différentes branches et embranchements. Donc, on pourrait arriver, bonjour et bienvenue dans le chatbot dédié aux produits Intel. En quoi puis-je vous aider? De l'information de produit, les RCP ou l'éligibilité d'un patient. Si on rentre dans les informations produits, on va du coup rentrer directement dans cette branche-là, parfait. Afin de répondre au mieux à vos besoins, pourriez-vous préciser quelles informations vous recherchez? Est-ce que c'est du bon usage? Est-ce que c'est de la recommandation de prescription? Est-ce que c'est des résultats d'études? Si on rentre dans le bon usage, on va à nouveau pouvoir dire c'est noté. Je peux vous proposer les effets indésirables, les contre-indications ou tout simplement les interactions. Si on rentre dans l'effet indésirable, on va avoir les principaux effets indésirables qui apparaissent principalement en début de traitement, etc. Souhaitez-vous entrer dans le détail? Si je dis oui, on va à nouveau avoir plusieurs informations qui vont m'être proposées. Mais si j'ai mon information principale et que je dis non, on va clôturer du coup cet échange avec le chatbot pour vous demander si la réponse, on espère que la réponse vous a été utile, souhaitez-vous être contacté par un délégué? Si je vais sur oui, ça va m'ouvrir un calendrier qui va me permettre de choisir la date et l'horaire auquel je souhaite être contacté par un délégué. Je te coupe tout de suite, Charlotte, je m'excuse. L'intérêt aussi, c'est de pouvoir coupler ce type de solution avec vos solutions de système d'information interne pour pouvoir être capable de faire de la qualification en disant OK, tel médecin localisé sur tel département souhaiterait être recontacté, quel est le délégué médical ou le MSL qui est en charge de tel département. Et donc, en croisant le chatbot avec votre système d'information, on peut remonter de l'information ou alors on peut collecter de l'information pour l'enregistrer, dans le cadre du RGPD, bien évidemment. Si jamais je ne souhaite pas être contacté par un délégué, souhaitez-vous effectuer une nouvelle recherche? Donc, en fait, on boucle et on va revenir au début pour dire bonjour et bienvenue, ce sur quoi le chatbot va pouvoir vous aider. On a vraiment réalisé les 3 embranchements pour vous montrer ce qu'il était possible de faire. Donc, par rapport au RCP, on propose d'accéder au PDF ou de renvoyer directement sur la base de données publique du médicament en question. En fait, c'est pour vous montrer qu'on peut également mettre des médias en téléchargement. On peut mettre des PDF, des liens Internet. On peut aussi être rappelé. Il y a vraiment plusieurs propositions et solutions qui existent. Si je refais la troisième possibilité, la troisième branche, donc oui, je souhaite effectuer une nouvelle recherche. Donc, si je veux cette fois-ci vérifier l'éligibilité de mon patient à un traitement, on va me demander déjà la première question, est-ce que c'est un homme ou une femme? Pourquoi? Parce que si je dis que c'est une femme et que cette femme a entre 16 et 50 ans, on va me poser une question très spécifique sur est-elle enceinte ou en tout cas à risque d'être enceinte, parce que ça peut m'aider dans l'éligibilité, vérifier l'éligibilité de mon patient. Si j'ai sélectionné que c'était un homme, bien évidemment, je ne passe pas par cette phase et je vais arriver directement aux questions sur les comorbidités, entre guillemets. Donc, est-ce que mon patient souffre d'insuffisance rénale? Oui, non. Respiratoire. Est-ce qu'il souffre d'un symptôme d'apnée du sommeil? Oui, non. Donc, à partir, je crois qu'on en a une troisième, insuffisance hépatique sévère. Si cette fois-ci, je mets oui, on va présenter du coup une contre-indication. Donc, attention, votre patient présente des contre-indications à ce traitement. On espère toujours avoir apporté la réponse et on va pouvoir être contacté par un délégué. Donc, voilà, l'idée, ce n'était pas d'entrer dans le détail, c'est vraiment de vous montrer que c'est très fluide et qu'en quelques clics, je vais pouvoir avoir l'information que je souhaitais vraiment avoir spécifiquement. Donc, parfois, ça va être beaucoup plus long sur l'éligibilité d'un patient parce qu'on va vraiment poser plusieurs questions. Comme on l'a vu lorsqu'on a présenté les différents cas d'usage, on peut vraiment être aussi très spécifique avec les caractéristiques endogènes précisément d'un patient avec ses pathologies et les traitements qu'il prend déjà, ou on peut être un petit peu plus généraliste comme là on l'a vu. Pour tout ce qui est information produit, on n'est pas rentré dans le détail des résultats d'études, mais on sait que les résultats d'études, c'est une des informations que les médecins souhaitent généralement avoir rapidement. Donc là, ils pourraient très bien et facilement accéder en quelques clics aux résultats qui les intéressent. Merci Charlotte. Et désormais, on va rentrer dans la dernière partie de ce webinaire, sur la partie présentation. Quelles sont les clés de succès d'un projet de chatbot? Alors, on va revenir sur la méthodologie. Il y a 5 étapes qui sont 5 étapes traditionnelles de la conception, réalisation d'un projet digital. Et il y a une 6e étape qui est une étape particulièrement importante, qui est la partie élevage. Pour revenir sur les étapes clés, la phase de cadrage va être particulièrement importante parce qu'elle va permettre aussi de définir
quels sont les objectifs du chatbot, en fonction de ces objectifs, de définir les indicateurs clés de performance qu'on souhaite mettre en place et qui vont nous permettre d'évaluer la performance de ce chatbot, les ressources aussi disponibles. Quand je parle de ressources, c'est des fiches de bon usage, des vidéos mécanismes d'action, des recommandations à partager aux patients, à communiquer aux patients. Mais ça va être aussi toutes les interactions avec des systèmes d'information tiers que vous souhaitez mettre en œuvre, soit pour récupérer de l'information depuis CSI et les partager avec le chatbot pour les communiquer à votre utilisateur final, soit des informations que vous souhaitez collecter via le chatbot et que vous allez envoyer vers votre système d'information. Petit point réglementaire, nécessité de respecter le RGPD et à partir du moment où vous souhaitez collecter une information nominative, vous devez obtenir le consentement de l'utilisateur et vous devez lui permettre aussi de pouvoir retirer son consentement. C'était un point réglementaire. Donc, cette étape de cadrage va véritablement nous permettre de mapper tous les besoins qui doivent être adressés par le chatbot. On va rentrer ensuite dans une phase de conception. Cette phase de conception va viser à définir l'arbre conversationnel, puisqu'on reste sur un chatbot fermé. Et cet arbre conversationnel va aussi nécessiter de définir les répliques et la tonalité avec lesquelles on va présenter ces répliques à l'utilisateur, que ce soit sur un chatbot texte ou sur un chatbot vocal. Quand on va parler, par exemple, à un médecin, on va rester potentiellement sur du vouvoiement. On pourrait l'adapter aussi à partir du moment où on a identifié qui il était. Et si on a des bonnes relations avec lui, ou en tout cas si on a des relations où on le tutoie, on pourrait tout à fait adapter le vouvoiement ou le tutoiement. Donc, on va décrire, on va référencer tout cet arbre conversationnel. On va ensuite dynamiser. On va dynamiser cet arbre conversationnel dans la phase de réalisation. On va mettre en place les différents embranchements. On va mettre en place les différentes interactions avec les systèmes d'information tiers, les formulaires. On va arriver sur les points, les bouts des branches de l'arbre conversationnel pour mettre à disposition des actions qui vont permettre soit de mettre à disposition un contenu, soit éventuellement de générer une action à suivre, un envoi d'un email, la programmation d'un rendez-vous, la programmation d'un SMS, etc., etc. La phase de test permet de valider que tout ce qui a été mis en place auparavant est correctement fonctionnel. Et la phase de déploiement. Alors, j'ai oublié ça dans la phase de cadrage, mais la phase de déploiement, il y a un aspect important, c'est quels sont les médias sur lesquels on souhaite diffuser le chatbot, puisque en fonction des médias, et on verra ça dans la slide juste après, il va y avoir un impact sur les choix technologiques et techniques qui vont être mis en œuvre. On n'aura pas du tout les mêmes choix si on souhaite déployer un chatbot de type SMS qu'un chatbot type réseaux sociaux. Et l'élevage, et Jacques, là, tu pourrais prendre la parole parce que on en a beaucoup parlé sur la notion d'élevage, mais au contraire, si je peux dire, d'un projet digital qui a un début et une fin, dans un projet de chatbot, il y a véritablement une importance toute particulière à l'analyse des indicateurs clés de performance qui avaient été évalués, mais aussi des interactions qui sont faites entre le chatbot, enfin entre les utilisateurs et le chatbot. Parce que cette phase d'élevage va permettre justement d'adapter le chatbot, de modifier l'arbre conversationnel, de modifier les médias, de revoir les embranchements, de revoir les points de jonction. Jacques, je te laisse peut-être prendre la parole puisque tu m'as évoqué beaucoup de choses sur la partie élevage. Oui, en fait, il faut imaginer le chatbot, c'est comme un petit enfant de 11 ans qui sait parler, qui sait répondre, mais il doit apprendre certaines choses parce que en fait, les utilisateurs vont tester le chatbot dans des retranchements, dans des situations qui n'ont pas peut-être été prévues à la base. Donc, il y a une phase d'élevage qui peut être, entre guillemets, un peu continuelle, c'est-à-dire que ça peut durer plusieurs mois, où on va peut-être améliorer le chatbot pour qu'il devienne d'un enfant de 11 ans, il devienne un adulte, c'est-à-dire qu'il puisse éventuellement répondre de tac au tac de certaines questions qui ont été peut-être un petit peu posées, qui étaient un petit peu imprévues, originales. Et donc, on peut toujours imaginer que lorsque vous faites un chatbot, vous le lancez, vous le testez sur un public peut-être assez limité, et puis vous l'élevez en fonction un petit peu des premières interactions pour que plus vous l'étoffez, plus vous pourrez le diffuser à un public beaucoup plus large, parce que il y a quand même toujours des petits malins qui vont s'amuser à tester le chatbot sur des domaines, et donc c'est vrai qu'il y a quand même un intérêt de l'élever, le chatbot, pour qu'il devienne de plus en plus percutant et qui suive un petit peu les procédures ou les recommandations que vous avez établies pour que ça ne parte pas dans des questions ou des réponses qui ne sont pas appropriées, ou éventuellement que ça soit hors sujet, ou éventuellement que ça devienne pas suffisant comme réponse. Donc, il y a vraiment une phase d'élevage
Il y a du langage parlé, il y a du contexte, il y a des situations qui doivent être mises à jour, mais ça ne peut pas se faire au tout début. C'est vraiment les premières interactions, les premières centaines de personnes qui vont interagir avec le chatbot vont déjà énormément apporter en notions qui pourront être donc apportées pour cette phase d'élevage, mais on pourrait imaginer que ça puisse continuer un peu de façon permanente, cet élevage. Très bien. Alors, Joséphine, alors j'ai peur de faire une faute en prononçant votre nom, mais Joséphine Arrighi ou Arrighi, qui est une spécialiste des chatbots, nous fait remarquer qu'un chatbot performant doit être capable de répondre au moins à 85% des requêtes. Et donc, la phase d'élevage est clé pour atteindre cet objectif. Et je crois que Jacques et Joséphine, vous connaissez très, très bien. Merci Joséphine pour votre intervention sur le canal chat. Alors, en quelques mots pour terminer, puisqu'il est 9h46, pour déployer votre bot médecin, il y a un point quand même important par rapport à tout ce qu'on vous a évoqué dans le cadre de cette présentation, c'est que vous devez identifier que la personne qui va accéder à votre chatbot, dans tous les exemples qu'on vous a présentés précisément, est un médecin. Donc, vous pouvez déployer ce type de chatbot soit sur un site qui est réservé à vos médecins, à vos professionnels de santé, une application mobile. Il y a aussi énormément de chatbots qui sont déployés sur les réseaux sociaux et Facebook. Et au contraire de ce qu'on peut souvent penser, on est en mesure de pouvoir identifier une population de médecins sur un groupe privé Facebook en posant des questions lors de l'admission de ce médecin à ce groupe Facebook. On peut les déployer aussi sur WhatsApp. Et là, je fais un petit point de focus, c'est que l'avènement des chatbots, c'est aussi la consécration des applications de messagerie. Et WhatsApp et Facebook Messenger sont typiquement deux exemples très, très représentatifs des applications de messagerie qui fonctionnent très, très bien et qui aujourd'hui font partie des rares applications à être conservées pendant de nombreux mois, de nombreuses années sur les téléphones de leurs utilisateurs. L'autre point, c'est que vous pouvez aussi déployer votre chatbot sur le site d'un éditeur scientifique. Je fais référence à des éditeurs comme le Quotidien du médecin, comme le GIM, comme le Vidal, qui ont clairement des populations identifiées de médecins, et en couplant ça à de la programmatique, donc la capacité d'identifier quelles sont les spécialités des médecins qui se connectent, on peut aussi maîtriser le cadre de diffusion de chatbot. Vous diffusez un chatbot à destination de cardiologues, celui-ci ne sera disponible sur ce site d'éditeur qu'à destination de la population des cardiologues qui consultent le site internet. Et puis, on l'a évoqué avec Jacques précédemment, on est sur des solutions digitales, on est sur du chatbot, ça reste un produit numérique, mais aujourd'hui, le chatbot, c'est non seulement déployable sur des médias digitaux, mais c'est aussi déployable via SMS, donc on qualifie aujourd'hui de low-tech, ou alors par la voix via le téléphone. Donc, vous avez plusieurs opportunités de déploiement et c'est pour ça que c'est important d'identifier dès la phase amont les médias cibles de diffusion de votre chatbot parce qu'il y aura des impacts en termes de choix technologiques et choix techniques. En conclusion. Donc, une petite conclusion avant de passer à vos questions. Donc, n'hésitez toujours pas à nous les poser sur le chat. Donc, en conclusion, les chatbots permettent vraiment de renforcer votre équipe, votre force de vente, votre équipe commerciale, parce que ça va être un délégué virtuel qui est accessible, comme l'a dit Renaud, en 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et en plus qui va apporter une information succincte que vous aurez validée d'un point de vue réglementaire et médical en amont. Du coup, ça va être vraiment un accès rapide à de l'information pour les professionnels de santé. Avec les dernières annonces, la suppression des congrès, le passage en alerte maximale de certaines grandes villes, on entre à nouveau dans cette phase qui va potentiellement être compliquée pour vous, pour toucher les professionnels de santé. On a vu le déploiement à foison des webinaires et des newsletters. Du coup, pour nous, c'est un petit peu le moment de se lancer sur ce nouveau canal qui est le chatbot pour pouvoir apporter de l'information que vous avez déjà, mais d'un point de vue, mais d'une autre manière, avec du coup un autre canal que serait le chatbot. On a beaucoup parlé des chatbots texte, même si on a un petit peu abordé les chatbots voix. En soi, c'est déjà rentré dans nos habitudes parce que entre la Google Home, Alexa, ces assistants vocaux, ce n'est rien d'autre qu'un chatbot qui répond à vos besoins. Du coup, si on se projette dans quelques années, on pourrait se dire que bientôt, on sait, voilà, dans 5-10 ans, les médecins auront sur leur bureau un petit assistant vocal, un petit chatbot qui permettra pendant la consultation de poser des questions, de vérifier l'éligibilité d'un patient en direct. Ben voilà, on peut vraiment ouvrir et imaginer plein de choses pour le futur des chatbots notamment. Merci beaucoup. Merci Jacques. Voilà, alors, merci, on Jacques. est disponible pour répondre à toutes vos questions et toutes vos réponses. N'hésitez pas à nous les adresser via le module de chat qui se trouve à droite.
et à réagir. On a dépassé de 5 minutes, on s'excuse. On aime bien être à l'heure, c'est pour ça qu'on avait commencé à 9h01 avec 1 minute de retard, mais on a terminé avec 5 minutes de retard. N'hésitez pas, on attend vos questions. En attendant les questions, on vous rappelle que ce webinaire sera disponible en replay. On vous l'enverra très, très rapidement. Et cette présentation, qui est une présentation très synthétique, est aussi disponible dans un mode plus complet et on vous la partagera aussi en plus du webinaire en replay. Donc, n'hésitez pas pour vos questions. Alors, on a une première question sur le temps de déploiement. Donc, combien de mois ou de semaines est nécessaire pour déployer un chatbot? Alors, tout va dépendre en fait de l'ampleur de l'arbre conversationnel que vous souhaitez déployer, des interconnexions potentielles à mettre en place avec des systèmes d'information tiers, des ressources que vous disposez. Mais il faut compter, Jacques nous évoquait une demi-journée tout à l'heure, 4 heures pour avoir un premier prototype. Je pense qu'effectivement, pour avoir un premier prototype sur base d'idées qu'on a déjà de prédéfinies, ça peut fonctionner. Maintenant, pour un chatbot avec un arbre conversationnel évolué, avec des interactions, il faut compter au moins 3 mois minimum. C'est déjà un bon point. Et si jamais on est sur un chatbot avec de l'intelligence artificielle qui n'a pas été couvert encore une fois dans ce webinaire, là, je pense qu'il faut compter plusieurs années. Jacques, je te laisse répondre aussi et compléter cette réponse. Qu'en penses-tu? En fait, je dirais pas plusieurs années parce que ça peut aller très vite. Moi, les expériences que j'ai vues, ça dépend. Si on s'adresse à des médecins, des fois, les laboratoires pharmaceutiques, on veut vraiment être sûr que ce sont des médecins qui utilisent le chatbot. Donc, il y a des fois des petites complexités d'identification. L'idée, c'est qu'on est sûr que ce soit un médecin qui utilise le chatbot. Donc, l'environnement du chatbot, est-ce que le chatbot est accessible sur le portail du laboratoire pharmaceutique, enfin, le portail Internet qu'ils auraient éventuellement développé. Il y a des fois des petites complexités. C'est plus vraiment de l'arborescence, c'est l'intégration du chatbot dans un environnement particulier. J'ai eu l'exemple donc de ce chatbot de simulation. Le client voulait absolument que le chatbot soit dans un environnement sécurisé, ouvert aux médecins qu'ils avaient développé sur un site web. Et donc le problème, c'était éviter qu'il y ait une double identification demandée aux médecins. Donc, il y avait quand même des petits problèmes d'intégration et c'est ça qui peut rallonger un petit peu la durée. Puisque, en effet, si on parle uniquement de scénario, c'est plus facile et plus rapide de concevoir un chatbot qu'une application mobile ou éventuellement qu'un site Internet, puisqu'il n'y a pas le graphisme, il n'y a pas des problèmes c'est beaucoup plus souple en termes de contenu. La complexité peut venir de l'environnement, de l'authentification, l'identification du médecin où là, il y a peut-être des soucis d'intégration qui prennent du temps. Très bien, merci pour ce complément de réponse. Effectivement, ce point important vis-à-vis de la conformité avec la réglementation. Alors, on a une autre question qui est une question assez pointue, mais très, très intéressante concernant le content management. Et avec donc je synthétise la question. Avec la multiplication effectivement des points de contact qu'on offre aux internautes, aux utilisateurs finaux, au public quelque part, il y a une difficulté effectivement pour maintenir la mise à jour sur les différents points. Et on nous demande quel serait notre conseil pour optimiser le content management. Alors je pense que moi, mon premier conseil à chaud, c'est effectivement de créer une base de connaissances qui soit un référentiel unique qui va permettre de pouvoir diffuser ces contenus sur les différents canaux de communication, qu'on soit sur des canaux de communication print, des canaux de communication web, ou alors effectivement désormais le chatbot. Et que la mise à jour s'effectue préalablement dans cette base de connaissances et qu'on puisse identifier avec une matrice quels sont les médias sur lesquels sont diffusés ces contenus. Maintenant, cette réponse donc, repose sur un référentiel de connaissances avec les mises à jour dans ce référentiel et ensuite répercutées sur les différents médias de communication. On n'enlève pas le fait qu'il y a un travail lourd de mise à jour derrière, sauf si tout a été automatisé et qu'on capitalise finalement sur cette base de connaissances qui pourrait être une base de connaissances éditoriale avec des interactions avec les différents systèmes d'information sur lesquels sont déployés les contenus. J'espère avoir répondu sur cette question. Charlotte, je ne sais pas si tu as un complément. Non, après, de toujours penser aussi au fait de pouvoir être autonome sur les différents supports que vous allez déployer parce que, justement, vous maîtrisez le contenu. Si jamais vous devez faire appel à 15 personnes pour pouvoir mettre à jour les différents supports, le site Internet, le chatbot, etc., nous, l'idée, c'est que dans notre démarche de création de chatbot, l'objectif, c'est derrière de vous donner la main dessus, de vous expliquer, de vous accompagner sur
comment on l'a construit pour que vous puissiez également être à même de changer une phrase, de changer un contenu si jamais ça venait à évoluer, ou tout simplement si jamais les supports que vous souhaitez proposer en téléchargement évoluent, que vous puissiez le faire vous-même, que vous n'ayez pas à faire appel à 15 personnes pour mettre à jour ce contenu. Donc, ce n'est pas pour optimiser le content management, mais c'est plus pour l'après. Donc, c'est vraiment que vous soyez maître de tous les supports de communication que vous avez pu déployer vis-à-vis des professionnels de santé ou des médecins, des patients. Alors, justement, pour parler de patients, on a 2 autres questions. Donc, la première, c'est dans le cadre d'un chatbot à destination du grand public, un hébergement type données de santé est-il nécessaire, par exemple, pour les historiques de conversation et autres? Alors, l'hébergement de données de santé va être nécessaire à partir du moment où on aura une identification ou en tout cas la possibilité d'identifier de manière nominative un patient. À partir du moment où vous allez collecter des informations concernant ce patient et des informations nominatives, vous allez devoir effectivement faire un hébergement de données de santé. Et dans les informations nominatives, attention, petit point peut-être très technique, mais si ce patient a une adresse IP statique, donc on est capable de remonter à ce patient, il faudra effectivement mettre ça en place dans le cadre d'un hébergement de données de santé. Encore une fois, si c'est stocké. Si l'information n'est pas stockée et qu'elle fuit après la conversation, il n'y a pas de nécessité d'un hébergement de données de santé. Donc, c'est du cas par cas, effectivement, à étudier. Et toujours garder en tête que si jamais vous ne souhaitez pas souscrire à un hébergement de données de santé qui peut coûter relativement cher, eh ben, il faut concevoir le chatbot en ne collectant pas de données personnelles. Voilà. Et puis, bien évidemment, encore une fois, on a fait un focus sur le RGPD, mais le RGPD reste applicable dès que vous collectez de la donnée personnelle. Deuxième question, c'est avez-vous connaissance d'exemples de chatbots pour assister des patients en auto-traitement à domicile dans quelle thérapie? Alors, il y a des chatbots qui sont, on va pouvoir peut-être qualifier ça d'auto-traitement à domicile, mais il y a beaucoup de chatbots qui font de l'accompagnement post-opératoire, post-hospitalisation, justement dans le cadre du parcours de soins, pour favoriser, et on est quelque part dans l'hospitalisation à domicile ou la prise en charge en soins de jour. L'idée, c'est véritablement d'accompagner le patient en amont et en aval pour lui permettre de bien préparer, de mieux préparer, d'avoir tous les examens qui ont été réalisés, de pouvoir le rassurer, de pouvoir lui permettre de savoir ce qu'il doit faire avant cette hospitalisation ou avant une intervention chirurgicale et ensuite de pouvoir justement garantir qu'il n'y aura pas de réhospitalisation, qu'il n'y aura pas de phase de décompensation. Et donc, on a beaucoup de chatbots qui accompagnent le parcours de soins en aval. Alors, je ne suis pas sûr de répondre complètement à la question de l'auto-traitement à domicile. Je vous invite à aller voir les initiatives notamment mises en place par une start-up, qui n'est plus une start-up d'ailleurs, qui s'appelle Call Medica et qui met en place beaucoup de chatbots à destination des patients. On a des remerciements pour nos réponses. On vous remercie énormément. Voilà. Écoutez, il est 9h58. Je n'ai pas d'autres questions pour l'instant sur le canal. Jacques, est-ce que toi, tu as d'autres points que tu penses intéressants qu'il fallait communiquer à notre auditoire? Oui, on peut imaginer que des chatbots renvoient vers d'autres chatbots. Ça, c'est très intéressant dans certains domaines, puisque quelqu'un qui commence à utiliser un environnement de chatbot, ça veut dire qu'il est à l'aise et il n'a pas forcément envie de tomber sur une application mobile ou sur un site Internet après. Donc, je pense que l'intérêt de développer des bridges, j'appelle ça, des ponts, entre les chatbots, c'est des fonctionnalités intéressantes. Ça fait que vous pouvez développer un chatbot dans un domaine particulier et en fonction des besoins, éventuellement renvoyer vers un autre chatbot qui a développé un autre domaine, puisqu'on peut imaginer que dans une conversation normale avec quelqu'un, on parle d'un sujet, puis des fois on déborde sur un autre sujet et on pourra en revenir après sur le sujet initial. Donc, on va pas brider les personnes. Donc, on peut imaginer que vos chatbots puissent aussi se connecter à d'autres chatbots et vice-versa. Alors, merci Jacques. Et ça me permet aussi de réagir par rapport à ce que tu viens de dire à la question précédente sur des chatbots en auto-traitement à domicile. Je vous invite aussi à aller voir l'initiative mise en place par la société WeFight qui a créé des chatbots VIK, donc VIK c'est le prénom du chatbot, et ils en ont développé pour accompagner les patients dans le cancer du sein, notamment dans le cadre de la dépression. Et ils ont d'autres offres. Donc là, pour le coup, on est sur certaines spécialités et je vous invite à aller voir ceci. Il y a beaucoup de chatbots, notamment dans les domaines psychiatriques, et je pense que c'est un vaste champ d'accompagnement des patients que les chatbots d'assistance en psychiatrie. Il est 10h, on entend la cloche sonner, je ne sais pas si vous l'entendez de notre côté.
On vous remercie toutes et tous d'avoir participé à ce webinaire. Jacques, on te remercie aussi particulièrement pour ton retour d'expérience, ton témoignage. J'espère que ça vous a plu et que vous avez pu apprendre des choses ou compléter votre maîtrise du sujet des chatbots. Ce webinaire sera mis à disposition d'une part en replay, donc vidéo, audio, et avec une présentation plus détaillée pour ceux qui le souhaitent. Voilà, n'hésitez pas à nous solliciter. On vous souhaite une bonne journée, une très bonne fin de semaine et on vous dit à très très bientôt pour d'autres webinaires. Merci encore pour votre écoute. Bonne journée à toutes et à tous. Merci Jacques. Au revoir. Au revoir. Au revoir.